Dans le podcast cette semaine, on discute avec Pierre Poisson-Marquis, podcasteur ludique, auteur et éditeur de jeux. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et on se retrouve pour une nouvelle interview. Et là, je vais faire un disclaimer parce qu'en fait, on va interviewer quelqu'un dont je suis fan. Donc voilà. Je le dis tout de suite comme ça, vous allez voir, c'est une interview assez partisane. Je suis en compagnie de Pierre Poisson-Marquis. Salut Pierre. Salut. Comment vas-tu ? Ça va bien, toi? Ouais. Donc on est à Cannes. Toi, tu viens d'arriver du Canada ? Absolument, oui. Pas trop dur là Bah écoute, c'est vraiment tous ceux qui ont fait le voyage Canada-France, France-Canada, c'est 7 heures d'avion, c'est dur pour les genoux, c'est dur pour le sommeil, mais on passe à travers. Ok, t'étais déjà venu à Cannes ? C'est ma première fois. Waouh. C'est pas ma première fois en France, mais c'est ma première fois à Cannes. Ok. Ouais. Ok. Et t'as Essen aussi, t'as fait beaucoup. J'ai fait Essen, effectivement. Ouais, beaucoup de c'est plus compliqué forcément d'aller au festival en Europe. Oui, bien sûr, quand on est nord-américain, on manque pas de festival en Amérique du Nord. Ouais. Mais évidemment, on envie les Européens parce que c'est quand même en Europe. Les meilleurs festivals de jeux, ils sont en Europe. Et la Gen Con, t'y es allé déjà ? Gen Con est bien, mais je vais t'avouer que Gen Con a des apparences de foire commerciale beaucoup plus que de festival. Donc, c'est très marketing, c'est très capitaliste. Il y a un off à Gen Con comme à Cannes, mais c'est pas la même chose. C'est très, très consommateur. Alors Pierre, je ne l'ai pas encore dit, mais tu es dans la vie réelle, celle qui n'est pas celle du jeu, tu es bibliothécaire. Oui. Tu es podcasteur toi aussi, puisque tu participes à Balado Ludique, qui est le meilleur podcast de jeux de société. Je le redis encore une fois, au cas où les gens n'auraient pas compris. Tu es aussi co-auteur du jeu Québec, oui, dont on va reparler aussi parce qu'il va ressortir. Absolument. C'est pratiquement une primeur que je vous annonce, mais oui, il ressort cette année. Espérons-le, croisons les doigts. Il sera probablement en fin d'année en boutique. Et tu es aussi membre de Locomus, qui est donc un éditeur. Et en fait, tu es là parce que vous avez un jeu qui est dans la sélection de l'As d'Or pour les jeux enfants. Oui, ça, c'est pas banal. En fait, on était assez surpris de ça. Ouais. Parce que c'est notre premier jeu pour enfants, notre seul jeu pour enfants. C'est notre deuxième jeu qu'on édite et c'est le premier qu'on lance en France. Et de recevoir des honneurs comme ça, ça donne simplement l'espoir ou la motivation de continuer. On va revenir un peu sur ton profil de joueur. Comment tu as découvert le jeu de société ? C'est un peu le passage obligé du podcast, c'est un peu pour que les auditeurs, auditrices te situent. Comment tu as découvert le hobby ? Est-ce que tu as toujours été joueur ou est-ce que c'est venu plus tard ? Est-ce que c'était enfant ou... Oh mon Dieu! Pour donner une idée, j'ai une photo que je conserve dans mes photos de bébé. J'ai un frère aîné de 10 ans de mon nez, qui vit sur Paris d'ailleurs. Et la photo que j'ai de moi et lui, c'est une photo où il est en train de m'enseigner les dames chinoises. Et j'avais 2 ans sur cette photo. Donc, oui. Et j'ai appris les échecs avec lui à 3 ans, et il m'a appris le Monopoly à 4 ans, et ainsi de suite. Ok, donc, et t'as toujours joué avec lui, enfin enfant Pendant que j'étais enfant, effectivement, c'était mon partenaire de jeu principal, et il me faisait découvrir sa collection de jeux dans sa garde-robe, et j'étais émerveillé. Je me souviens très bien, j'arrivais devant son armoire à jeu et je disais « jouer » parce que je savais à peine parler. Et il disait pas tout de suite, mais plus tard. Et c'était les jeux classiques qu'on trouvait, où il y avait déjà des jeux un peu plus... C'est les jeux classiques, effectivement. Oui, c'est les grands titres américains, mais... C'était dans les années 80 que tu étais enfant à peu près, donc à l'époque, il n'y avait pas encore 70. Ouais, 70. 70. En fait, c'est mi-70, fin 70. Ouais. Et après ça, début 80, j'ai commencé à voler par mes proposals avec les jeux. J'ai découvert très tôt la revue Jeux et Stratégie, qui est maintenant défunte, une des revues pionnières des jeux de société en France. Mon frère était abonné à cette revue. J'ai découvert les jeux euros avec ça. Chimère, entre autres, était un jeu en encart que j'ai découvert et qui me fascinait avec ces personnages qu'on pouvait prendre, qu'on recrutait, on formait. C'était un draft d'équipe, en fait. On faisait un draft. C'était les premières expériences de draft qu'on faisait. Et on faisait une équipe d'aventuriers qui allait exterminer des monstres dans un château abandonné. Et ensuite, jeux de rôle, les jeux de rôle, oui, bien sûr. À 10 ans, j'ai découvert Donjons & Dragons. Encore une fois, mon frère, il a joué un gros rôle dans ma vie de joueur. Mon frère m'a fait découvrir Donjons & Dragons à 10 ans. Il me l'a offert en cadeau d'anniversaire. Et j'ai joué à partir de 10 ans. Et oui, ça a été une grande partie de ma vie J'ai pratiqué ce jeu pendant un bon 10 à 12 ans. Et toi, t'as jamais eu cette phase où moins de jeux de société, jeux vidéo ?
Oui, on retrouve souvent oui. ou tu as toujours joué aux jeux de société? J'ai eu ma période jeux vidéo très forte. Elle a été, je dirais, au début de l'adolescence, disons toute l'adolescence. Vers la fin de l'adolescence, je suis revenu dans les jeux de société. Et à ce moment-là, tu penses à travailler dans le monde du jeu ou pas du tout? Ça reste pour toi un pur loisir et je rêve déjà d'avoir des jeux publiés. Mais j'avais déjà inventé des jeux, j'étais gosse, là. Mais oui, j'avais des jeux déjà à l'esprit que je me disais, ce serait chouette d'avoir ça dans le magasin. Non, c'est pas au point d'en faire un travail. Ouais. Non, ça restait plus quelque chose de... un loisir, quelque chose que tu faisais à côté, mais que tu visualises pas comme y consacrer 100% de ton temps, quoi. Oui, ouais. Tout à fait. Et donc, je l'ai dit, tu es bibliothécaire. Est-ce que tu vois tu t'enseignes aussi dans... J'ai eu une période d'enseignant, oui. Avant de devenir bibliothécaire, j'étais enseignant au niveau lycée pour l'histoire du Québec et du Canada. J'ai enseigné l'histoire de l'art au niveau universitaire. OK. Et ça se résume à ça. Dans Balado Ludique, souvent, tu apportes beaucoup de matière, en fait, de ressources, dans l'histoire aussi des jeux. Enfin, tu connais beaucoup, tu as beaucoup d'anecdotes, de références, etc. Est-ce que tu penses que c'est aussi lié à ton vrai métier, ce côté un peu recherche et c'est quelque chose qui te plaisait dans le milieu du jeu, pas que jouer, mais aussi s'intéresser à l'histoire des jeux Oui. En fait... L'histoire a toujours été en moi, je dirais, parce que le métier que je voulais faire lorsque j'avais 4 ou 5 ans, c'était archéologue. Alors, j'ai étudié l'histoire tout naturellement à l'université. Je suis devenu historien, j'ai fait baccalauréat, maîtrise en histoire et ensuite, j'ai bifurqué vers la bibliothèque. Mais oui, l'histoire, c'est pour ça, effectivement. Les anecdotes, c'est un défaut, je dirais, professionnel, entre guillemets. Mm-hmm. Et oui, c'est à cause de ça que je mets des anecdotes. Mais comment tu t'es forgé ces connaissances, en fait? Parce que moi, je trouve que... Alors, je n'oserais pas le dire pour le monde anglophone, mais quand on recherche, il y en a quand même peu de ressources, en fait. Il n'y a pas tant de ressources que ça. Alors, tu vas retrouver des analyses de game design, mais d'abord, souvent, c'est en jeu vidéo. Déjà, toute cette partie-là, je trouve qu'il n'y a pas une masse de ressources. Et même, on a peu d'ouvrages qui racontent l'histoire des jeux, de leur création, même des biographies d'auteurs. Enfin, ça reste succinct, je trouve, quand je fais des recherches, par exemple, pour les podcasts ou pour des émissions. Je trouve que c'est dur de trouver de la ressource, en fait. Absolument. Les livres d'histoire de jeux de société ne sont pas du tout légion. Il y a des incontournables que j'ai lus, bien sûr. Par exemple, l'encyclopédie des jeux de société de Jean-Marie Laute, qui est une référence de France. C'est parmi les premiers livres que j'ai lus. Et pour ce qui est les références en ligne, oui, il faut creuser. Et là, c'est la fibre bibliothécaire qui rentre en ligne de compte. C'est la facilité de trouver l'information qui... en fait, le fait d'être bibliothécaire me facilite cette tâche. Et c'est quelque chose qui est important pour toi de faire passer aussi cette histoire du jeu de société, pas juste de donner des avis sur des jeux et de jouer, en fait, qui est une autre partie. C'est vraiment quelque chose qui est important pour toi? Oui, bien sûr. Le jeu de société, pour moi, est un aspect culturel de la vie, comme toute forme d'occupation humaine. Très tôt, j'ai été sensibilisé à ça. Quand j'ai, en fait, replongé à la fin de mon adolescence dans le jeu de société, j'ai découvert tout cet aspect culturel que je n'attribuais pas aux jeux de société avant. C'est vraiment là que j'ai découvert qu'il y avait des auteurs de jeux de société, des éditeurs avec leurs particularités, et ainsi de suite. T'as jamais pensé à publier un ouvrage toi-même Oui, en fait, ça fait quand même quelques années qu'on me demande de faire ça, oui. Ouais. Effectivement, ça me trotte l'esprit. Parce que j'imagine, on va parler de balado ludique, quand tu prépares les émissions, souvent je cite celle sur la saison où vous parlez des jeux influents, il y a beaucoup de matière, de ressources, de connaissances. On les a en audio, mais c'est vrai que ce n'est pas la même chose que de pouvoir les trouver écrites, en fait. La consultation, elle est un peu moins aisée en réalité. C'est-à-dire qu'il fait, voilà. Et j'imagine que tout ce travail de recherche, il est disponible. Est-ce que c'était déjà venu à l'esprit, j'imagine de regrouper ces recherches, etc., pour le faire en format au livre ou article ou... Ça pourrait effectivement être un projet qui pourrait voir le jour, oui. Et Balado Ludique, c'est aussi pour ça que tu l'as fait, que tu as participé au podcast, c'est... ça vient l'envie? C'est devenu... En fait, c'est bien malgré moi que j'ai fait Balado Ludique. C'est Simon, je crois, qui est responsable de ça.
Je crois que Simon Jutras, le principal, je dirais, pionnier de baladologique, c'est lui qui a commencé le baladologique. Et après quelques saisons qu'il a fait avec Jean-François Chrétien, son ancien collègue, il m'avait invité à quelques reprises pour faire des entrevues. Et je crois qu'il caressait l'envie que je sois dans l'équipe. C'est durant la pandémie qu'il a vraiment voulu que je sois là à plein temps parce qu'il trouvait que c'était le temps. On était en pandémie, les gens étaient à la maison, avaient du temps à perdre. Ouais. Alors, pourquoi pas faire du balado ludique à fond la caisse. Toi, tu l'écoutais le podcast avant? Quelquefois, oui. Quelquefois. Je n'étais pas un religieux du podcast, mais oui, ça m'arrivait. OK, et donc ils viennent voir et tu dis OK tout de suite ou tu réfléchis à 2 fois ou est-ce que tu avais envie de faire du podcast toi-même? En fait, c'est... Je n'ai jamais été quelqu'un qui cherchait à faire ça à tout prix, mais je voyais bien où Simon voulait en venir et je me disais, bon, oui, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Parce qu'effectivement, il y avait peut-être quelque chose à partager qui n'avait pas été encore partagé dans ce média à propos des jeux. Et je voyais peut-être une bonne opportunité de le faire. Donc toi, tu rejoins l'équipe à plein temps en quoi, 2020-2021? C'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est tout de suite là que vous faites des saisons très thématiques, en fait. C'est pas juste vous parlez de jeux comme ça ou c'est pas de la review, en fait, ce qui est fait. C'est plus déjà vu sous un angle analytique? Ouais. Quand la saison 10 est arrivée, ça a été... c'est moi qui l'avais proposé à Simon, on va dire. J'avais dit, ce serait chouette qu'on puisse faire une saison en entier sur les 50 jeux de société les plus influents des 50 dernières années. Et il a dit, ouais, c'est chouette, c'est parfait, c'est excellent, j'adore l'idée, mais c'est du travail. Ouais. Et j'ai dit, il n'y a pas de problème. Je peux déjà te fournir plein de références pour ça. Oui, parce qu'en fait, dans cette saison-là, vous ne faites pas que déterminer 50 jeux, vous donnez aussi des critères de ce qui, selon vous, constituent des jeux de société influents, en fait. Parce que l'influence, c'est pas forcément la qualité ludique, en fait. C'est un peu décorrélé. C'est pas juste ça. Il y a des jeux, par exemple, que vous citez. C'est pas les 50 meilleurs jeux de l'histoire de l'humanité. C'est vraiment vu sous l'angle de l'influence, donc des jeux qui ont marqué le secteur ludique et qui peuvent l'avoir marqué de façon très différente. Moi, je repense toujours parce que vous parlez, par exemple, de Zombicide, qui est souvent parfois un peu boudé, d'ailleurs, même par les joueurs et joueuses. Ouais. Mais qui est un jeu qui a, votre critère quand vous en parlez, c'est de dire, c'est un jeu qui a changé aussi la façon de commercialiser, de vendre les jeux, puisque c'est un carton Kickstarter et que c'est quand même le jeu emblématique qui a fonctionné à un moment sur Kickstarter dans les premiers, quoi. Ouais, exactement, oui. Et ça, en fait, c'est redevable à Simon, cette facette de cette saison où il fallait non seulement les nommer les jeux, mais définir les critères. Il voulait vraiment, il tenait vraiment à ce qu'on fasse ça. Définir qu'est-ce qu'un critère pour être éligible à cette liste. Et j'ai trouvé ça très bien. Et oui, on s'est efforcé de trouver les critères autant que possible. Je pense qu'il y en avait 7 en tout, ou 8, pour définir les jeux de société qui pouvaient être dans la liste les plus influents. La liste, vous avez chacun fait votre liste? Ou après vous avez... Au départ, on a fait chacun notre liste. Éventuellement, Simon a un peu abandonné parce qu'il s'est dit... Bon, ça va, tes jeux sont convaincants. Tes jeux sont convaincants. Mais il a quand même réussi à en placer quelques-uns des siens aussi. Et oui, j'étais d'accord avec ses choix aussi. Cette saison-là, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a quand même eu... elle est assez marquante, elle est assez, plutôt, pas marquante, mais je trouve qu'elle est assez emblématique de ce que vous faites. Ensuite, vous avez aussi fait des saisons sur des années. En fait, donc là, c'est un peu de voir qui est marquant dans ces années-là. Oui. Avec aussi un ton qui est très drôle parce que dans le podcast, c'est un podcast qui est quand même assez détendu. Enfin, je veux dire, l'ambiance, elle est assez cool et il y a beaucoup d'anecdotes personnelles aussi sur les années en question, les références, des références un peu perso, enfin plein de choses. Le ton aussi, il y a beaucoup de chambrage, je trouve, dans les épisodes entre vous. Oui. Ça, c'est quelque chose auquel aussi vous teniez d'avoir un ton qui est beaucoup plus cool que le fond du propos qui est, enfin entre guillemets, plus sérieux, mais en tout cas qui est quand même où il y a du vrai fond de discussion, etc. Je crois que c'est pas quelque chose auquel on tenait nécessairement. Je crois que ça vient tout naturellement. Encore là, ça reviendrait à Simon, je pense. Cette façon naturelle, très cool, comme tu dis, de mettre un ton détendu. Mais en même temps, Simon aime beaucoup l'aspect sérieux, rigoureux de la chose. Alors oui, ça fait quelque chose, comme tu l'as défini, assez personnalisé. Ouais. Et je trouve aussi que vous avez un ton très libre dans ce que vous dites des jeux. Vous avez aussi fait, par exemple, des émissions sur des mécaniques.
vous faites un peu de... vous parlez par exemple des jeux de pli, vous avez pris tout un tas de jeux de pli. Ah oui, ça c'est Evoludique. Voilà, ouais, exactement. Et quand vous parlez des jeux, vous avez un ton qui est quand même très libre, qui est même très dur. Il y a des jeux qui s'en prennent plein... Ça aussi, c'est quelque chose avec lequel vous avez toujours été... Parce que, je sais pas, mais nous, en France, c'est quand même très compliqué de dire publiquement, d'être vraiment dur avec les jeux. Ouais. Je sais pas si pour vous, c'est rare aussi, ou est-ce que c'était vraiment une volonté d'être sans filtre là-dessus ou... Ça, en fait, j'ai moins participé à Evoludique, je te dirais. Ça, c'est plus de l'apanage des autres personnes qui sont dans l'équipe. C'est vrai que t'es plus mesuré en général. Oui, moi, je peux avoir vraiment des jeux totalement sur une liste noire, je dirais. Mais je vais quand même m'efforcer d'être posé. Il y a des gens dans cette équipe qui sont très émotifs. Et ces personnes-là, évidemment, adorent exprimer leurs émotions, leurs sensibilités. On dirait pratiquement qu'ils ont leur nerf à vif parfois. Ouais. Ouais, ça, c'est... On n'y peut pas vraiment rien. Je dirais, oui, on pourrait. Si on voulait, on pourrait décider de refuser ces enregistrements. Mais au final, on les a acceptés parce que, il n'y a jamais vraiment eu de censure dans Balado Ludique avant. Alors, il n'y avait pas vraiment milieu d'en faire à ce moment-là. Et oui, ça n'aurait pas été justifié d'en faire... C'est ça. Vous avez déjà eu des retours de personnes qui se plaignaient ou pas? Effectivement, je peux dire qu'il y a des saisons où cette espèce de ton abrasif était peu apprécié. Ouais. Il y avait des gens, franchement, qui disaient on aime mieux quand vous êtes moins abrasif. Mais est-ce que c'est pas aussi lié au fait que le hobby est assez jeune finalement et qu'il n'y a pas encore cette... dans les autres médias, on se pose pas trop la question, cinéma, littérature. Je veux dire, il y a beaucoup plus de... les discours plus critiques et un peu plus durs existent déjà. Oui. Et dans le jeu de société, on n'en est pas du tout encore là. En fait, on a quand même dans quelque chose d'assez consensuel. Ouais. En plus, souvent les gens sont amateurs, donc c'est compliqué. Enfin, tu vois, ils vont dire j'ai pas envie de parler de choses que j'ai pas aimées parce que je passe du temps qui n'est pas rémunéré, donc c'est pas mon boulot, donc je fais ça pour le plaisir. Tu trouves que ça manque ou pas ce côté un peu plus critique quoi sur le média? C'est pas mauvais à ce point-là. En fait, je dirais que c'est vrai que le hobby est quand même assez jeune encore pour qu'on commence vraiment à tirer à bout de canon sur des jeux. Mais en même temps, je trouve qu'il y a quand même une belle opportunité à saisir pour amener une rigueur à la pratique dès le départ, au lieu de commencer à se perdre un peu dans les nébuleuses du jeu facile à produire et facile. Et d'ailleurs, on le voit avec le marché du jeu depuis les 10 dernières années. Ça commence vraiment à déborder les jeux qu'on voit qui vont vraiment des simili-imitations de d'autres jeux qu'on a vus. Des trucs 100 fois répétés. Oui, qui apportent rien. Qui apportent rien. Et qui occupent le marché et l'espace, l'espace médiatique parfois pour rien, quoi. Oui, exact. En fait, ça vient nuire un peu à cette espèce d'aspect de culture que je parlais tout à l'heure. Ça va l'édulcorer beaucoup. Ça va même la dépersonnaliser. Et c'est en soi dans le but de pointer ces abus que je crois la critique se fait. Ouais. Balado Ludique, vous avez encore plein d'idées de formats, ça continue. Toi, tu participes toujours autant ou pas? Oui. En fait... Je sais qu'il y a eu un moment où t'étais moins régulier dans les épisodes. Il y a eu des saisons où on a décidé délibérément de ne pas être tous là à chaque émission pour ne pas faire de cacophonie. Mais oui, effectivement, ça se trame. Il y a des gens, en fait, dans l'équipe qui aimeraient beaucoup que Balado Ludique se continue. Et on a des sujets en tête. J'ai des sujets en tête, en fait, qui pourraient être similaires à la saison 10. Cool. Ouais. C'est ma saison préférée. Enfin, je l'écoutais, je la réécoute. Ouais. Non, je suis un peu monomaniaque, j'avoue. Ça va, j'apprécie. J'ai prévenu à l'avance que voilà. Justement, dans Balado Ludique, on disait ça, vous avez une liberté de ton et tout. À côté de ça, toi-même, t'es l'auteur de Québec. Ouais. Et aujourd'hui, tu travailles pas à temps plein, mais à mi-temps, pour l'éditeur. Et c'est assez amusant quand même d'avoir cette double casquette parce que comment on arrive à être aussi critique quand on regarde le travail d'autrui et après l'accepter quand d'autres le font pour ton travail. Ouais. Et comment tu arrives à en tirer quelque chose dans tes créations? C'est un travail de funambule. Ouais.
Quand je crée des jeux, et j'en ai vraiment pas édité beaucoup, en fait, j'ai créé des jeux qui n'ont pas été édités au niveau commercial, mais qui ont quand même fait leur chemin au niveau corporatif. Mais peu importe le contexte, si je crée un jeu, la première règle que je vais m'imposer, c'est de faire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant dans le jeu. Et c'est dans ce sens que je vise l'équilibre avec la critique, parce que si je critique des jeux qui sont mièvres, c'est souvent parce que c'est des copies conformes d'autres jeux. Alors, il y a hors de question pour moi de pratiquer la créativité dans cette même mièvrerie. C'est dans ce sens que je vais atteindre l'équilibre. Pour l'édition, là, évidemment, je dois être de concert avec mes collègues, mais il y a quand même un consensus. Les gens dans notre équipe sont quand même assez d'accord pour se dire que si on prend des jeux à éditer, on veut que ça se distingue. On veut que ça fasse parler, que ça ressorte. Et on est très pointu, très exigeant dans ce qu'on fait comme choix. Ben en fait, je sais pas, mais je sais que c'est Vlad Ashvati, je crois, qui explique que lui, quand il travaille, ce qu'il veut toujours, c'est trouver des jeux qui n'existent pas, en fait, combler ce qu'il appelle un manque, en fait, dans le paysage ludique. Alors qu'il y a des auteurs ou des autrices qui vont avoir un peu des marottes, enfin, et qui vont beaucoup itérer sur les mêmes idées. Bah, Uwe Rosenberg, on retrouve quand même d'un jeu à l'autre. Ouais. Donc, toi, c'est plutôt cette idée de faire des choses qui n'existent pas, enfin, qui vont, Ben, si moi je crée des jeux, oui. Ouais. À l'image de Fschetil, à l'image de Gunther Burkhardt, Colevini, il y en a quand même quelques-uns des auteurs de jeux qui sont comme ça. Et c'est d'ailleurs tous mes auteurs préférés. Mais oui, effectivement, c'est dans ce sens-là. Mais dans l'édition, ça va être un peu plus difficile parce que, bon, parfois, on veut que le titre ait quand même un potentiel de vente. Alors, on va quand même niveler, mais on va essayer de garder un cachet, une personnalité distincte. Oui, parce que dès que tu es éditeur, il y a aussi un aspect commercial. Et en fait, c'est ça, tu fais pas juste le jeu pour te faire plaisir. Enfin, de fait, il faut à minima que tu rentres dans tes frais, voir si c'est une rémunération, il faut gagner de l'argent. Enfin. Ouais, voilà. Est-ce que ça a changé ta façon de voir les jeux après auxquels tu joues ou pas du tout d'être dans l'édition, enfin, où tu restes avec les mêmes façons de voir les choses qu'avant? Ou bien tu te dis, tu prends plus conscience d'autres impératifs Ce qui aide, je dirais, quand on édite des jeux, c'est de voir l'aspect du produit. Pas du jeu, mais le produit qui entoure le jeu. Ça nous fait réaliser à quel point c'est aussi important que le jeu lui-même pour que le jeu puisse avoir une notoriété. Ouais. Parce qu'on voit que l'agrément vient aussi de la sensation. Des sens, en fait, le sensoriel qu'on va ressentir lorsqu'on va jouer au jeu. Donc oui, quand je joue à des jeux maintenant, je vais effectivement porter attention à comment le jeu a été édité pour voir, finalement, si ce jeu aurait pu être mieux que ce qu'il est. Et comment l'idée, elle est venue de fonder Locomuse? Vous êtes 4? On est 4, on a commencé 3. L'idée est venue de l'ancien partenaire de Simon, Jean-François Chrétien, qui caressait le projet de faire ça. Et il travaillait à plein temps comme développeur de jeux chez Randolph. OK. Et il était blasé. Alors, il a quitté. Il m'a interpellé. Il a dit, est-ce que tu veux embarquer dans ma folie de faire une maison d'édition de jeux? J'ai dit, ouais, pourquoi pas. Et à ce moment-là, je n'étais pas bibliothécaire. Alors, je me disais, bon, on peut essayer. Et Simon, bien sûr, qui était le partenaire de Jean-François Chrétien pour Balado Ludique, était aussi invité à être dans la galère. Alors oui, tous les 3, on s'est réunis un mois avant que la pandémie éclate. Et on avait nos espoirs et notre optimisme et nos rêves. Et on se voyait déjà avec les jeux qu'on avait édités. Et là, il est arrivé ce qui est arrivé. Alors, on s'est retroussé les manches. On s'est dit, on va continuer, mais on va être modeste. On va viser bas. On va faire des roll and write. On va faire du corporatif. En fait, on a fait beaucoup de corporatifs. On en a fait tellement de corporatifs. Ça, c'est des commandes pour entreprises, en fait, c'est ça? C'est des commandes d'entreprise. C'est comme des... C'est un peu des serious games ou c'est des... C'est essentiellement des serious games, effectivement. Ouais. Et ça peut aller loin. Il y a eu des maisons, par exemple, une maison pour femmes abusées, par exemple, les femmes violentées, qui nous a approchés pour faire un jeu pour sensibiliser les hommes qui violentent ces femmes. Et ce jeu-là, d'ailleurs, a été lancé officiellement au moment où on enregistre ton émission. Il a été lancé il y a 3 jours. On a fait un jeu aussi pour des forces policières d'une ville au Québec, de la ville de Gatineau, pour sensibiliser les gens à ne pas conduire en état d'ébriété. C'est des jeux comme ça qui sont produits.
Et on en a produit tellement qu'on n'a jamais eu besoin de faire d'emprunt bancaire pour faire notre compagnie. C'est-à-dire que c'est des jeux que tu vends à des collectivités, des associations, des entreprises, et pour le coup, en fait, tu as un devis et tu peux facturer. C'est pas du tout le même type de prestation que quand tu vas mettre un jeu sur le marché. C'est l'aléa des ventes, complètement différent. C'est l'argent va être assurément encaissé parce qu'on ne compte pas sur le marketing. En fait, tout l'aspect marketing est enlevé. Et ça vous a une sécurité aussi après pour financer d'autres projets un peu plus risqués. Ouais, c'est un peu, en fait, c'est ça. Ça a été l'équivalent de notre emprunt bancaire. Ouais. Donc, c'est avec ça qu'on a commencé à produire nos premiers jeux. Les serious games, c'est dur à créer ou il y a un peu... Parce parfois, on a l'impression que c'est toujours... ils ont des points communs. Il y a beaucoup de types de jeux qu'on retrouve dans les serious games. Ouais. Tu dirais que c'est compliqué quand même à designer, ou il y a des recettes, ou c'est dur parce qu'il faut aussi... il faut que ce soit un vrai jeu, parce que parfois c'est que des quiz ou des trucs comme ça, et c'est pas ludiquement parlant, c'est pas très intéressant. La difficulté est là. C'est de niveler l'aspect ludique avec l'aspect sérieux. C'est de faire en sorte de s'assurer que le client va s'amuser tout en étant sensibilisé au sujet. Je dirais la chose qui est quand même aussi assez difficile, pas difficile, mais c'est une chose quand même qui est absolument mandatoire lorsqu'on fait ça, c'est de cibler le client qu'on fait. Okay. Pour qui on fait le jeu. C'est en fait la base. On s'adresse à quel genre de client? Et les personnes qui vont jouer à ce jeu, est-ce qu'ils jouent souvent des jeux? Ou les personnes qui jouent à ces jeux, est-ce qu'ils aiment jouer à des jeux? Ils ne sont pas forcément acquis à la cause du jeu de société. Voilà. C'est pas les mêmes personnes que ceux qu'on va retrouver dans un festival comme ici. Parfois, ils s'en foutent, et pour eux, ils ont, même si tu leur dis, ils vont dire mais c'est pour les enfants, et puis ça leur paraîtra complètement... Voilà. Et ça, c'est sans compter le matériel qui va être investi dans le jeu. Mais ça, c'est plus les clients qui vont payer le matériel. Mais il faut quand même les mettre au courant de comment ça peut leur coûter. Très souvent, on va revenir quand même avec des formules très, 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 très simples. Parce que ce sont des gens, après tout, qui ne sont pas des joueurs aguerris, ni même des joueurs initiés. C'est vraiment des personnes qu'on peut rencontrer dans la rue et qui jouent seulement une fois par année, peut-être à Noël. Alors, c'est des gens avec qui il faut vraiment y aller à la plus stricte, simple base des jeux de société. Ok, et t'éprouves quand même du plaisir à designer ces jeux-là, ou... Ah oui, absolument. Ouais. Oui. Il y a même un jeu qu'on avait fait pour une ville qui, finalement, n'avait pas été retenu. C'était pour célébrer, je pense, le 150e anniversaire de la ville. Un petit village. Simon et moi, on avait imaginé une espèce de jeu des petits chevaux mélangés avec la loto. Ça semble très banal. Ça semble même moche. Mais c'était complètement surprenant comme résultat. Et on pensait, moi et Simon, en fait, on se dit, il faudrait qu'on travaille là-dessus pour qu'on fasse une version commerciale. Là. Ouais. Parce qu'il y avait un charme dans ce jeu-là qui se distinguait de ce qui avait été vu avant, dans les petits chevaux. Quelque chose qui n'avait jamais été fait avant. Oui, c'est très bien. Donc là, tu disais, ces jeux de commandes, ça permet d'avoir de la trésorerie, de financer vos autres projets. Le premier jeu que vous avez édité, c'est... Le premier jeu qu'on a édité, c'était en fait 3 jeux. Ouais. Qui était finalement un collectif de jeux de roll and write, ou roule et coche, comme on peut le faire en France. Et c'est avec ça qu'on s'est attribué notre 3e membre, qui a remplacé le 3e membre, parce que Jean-François Chrétien, qui a fondé le Comuse, est parti peu de temps après. S'est aperçu évidemment que c'était pas son truc. Alors, on a été recruté Antoine. Et Antoine, qui a créé un des jeux dans les 3 qui sont dans ces Roll and Write, avait gagné en fait un concours de jeux de société au Québec en 2020 avec ce jeu de Roll and Write sur le thème des Chevaliers de Table Ronde. Alors, on l'a inclus. Et on a inclus aussi 2 autres jeux. Un jeu de Benjamin Gauthier, je crois qu'il s'appelle, qui, en fait, c'est l'illustrateur de nos jeux. Et on a aussi un jeu d'Olivier Lemontagne, auteur québécois. C'était encore une fois une idée de Simon, ça. Il voyait grand, il voulait avoir une boîte avec 12 jeux, tous d'auteurs québécois. On a lancé un concours sur Facebook, envoyez-nous de photos de Roll and Write. Si tout le monde, pas tout le monde, mais on a eu beaucoup de jeux. À un point tel qu'on pense peut-être faire une deuxième boîte, mais on ne sait pas encore. C'est des papiers, c'est ça le c'est nom, des papiers, le nom de la compilation, en fait, un peu.
Oui, absolument. C'est des papiers. Merci de rappeler le nom. Et c'est 3 jeux roll and write assez différents. Un qui ressemble un peu à Tréfuté. Ça, c'est celui d'Antoine Lefebvre. L'autre, celui de Benjamin, c'est un jeu qui a parlé de food truck. On va faire des recettes. Ça, c'est assez calculatoire. Il faut planifier des recettes à faire à l'avance. Et l'autre, c'est 2 serpents, qui est un jeu qui évoque le jeu vidéo des serpents qui se mangent par la queue. Ok. Et là, donc, maintenant, vous aviez fait le concours de l'appel à proto, via Facebook, tu dis. Et maintenant, vous recevez de plus en plus de sollicitations d'auteurs qui vous soumettent leurs protos ou... Ouais. Plutôt des auteurs québécois ou vous avez aussi des auteurs français maintenant On a quelques auteurs français qui viennent nous voir. Ouais. Et c'est quand même assez intéressant. On pensait pas, il y a 4 ans, en arriver là, mais oui. Donc, on a dit aussi tout à l'heure, on disait, vous avez le jeu Mimosé Sam et le voleur de fruits, donc qui est dans la sélection de l'Asdor jeu enfant. Tu dis que c'était votre premier jeu enfant. Comment vous travaillez dessus? Comment vous avez eu le jeu? Comment vous l'avez proposé? Comment vous l'avez créé? Le développé? Et se dire qu'on va faire un jeu enfant? Parce que parfois, c'est un peu un domaine un peu particulier. Enfin, il y a une forme d'expertise particulière dans le jeu enfant, j'ai l'impression. C'est souvent des auteurs, on retrouve quand même beaucoup des noms d'auteurs et d'autrices qui reviennent sur les jeux enfants. Oui. Il y a des spécialistes de jeux pour enfants. Il y a des spécialistes. En France, nous, on a Wilfried et Marie Fort qui sont très... Ou Wolfgang Warsch qui fait beaucoup de jeux enfants parce qu'il le dit, lui, il joue beaucoup avec ses enfants et en fait, il fait les jeux pour jouer avec ses enfants, en fait. Il le dit très clairement. Absolument. Il y a des maîtres incontournables des jeux pour enfants. Je pense à Heinz Meister et Manfred Ludwig qui sont probablement l'équivalent de Wolfgang Kramer et Reinhard Knizia en Allemagne pour les jeux pour enfants. Mm-hmm. Et oui, c'est très singulier de faire un jeu pour enfants. On n'avait jamais pensé faire un jeu pour enfants, à vrai dire. Comment c'est arrivé? C'est arrivé d'une très drôle de façon. C'est arrivé par l'entremise d'un des auteurs de jeux qui nous avait proposé de faire un roll and write. Brillant roll and write qui nous avait lancé. En fait, c'est très dommage qu'on ne l'ait pas édité parce que c'est vraiment... C'est fameux. C'est un 18XX en roll and write. Et cet auteur, en fait, a une amie qui se trouve à être Caton, la dessinatrice de la bande dessinée Mimosé Sam. Et puis, ce qui arrive, c'est qu'il nous écrit pour nous dire « J'ai un autre jeu à vous proposer. C'est mon ami qui veut faire un jeu, qui aimerait avoir un jeu inspiré de sa bande dessinée. Et elle sait que j'aime créer des jeux et elle m'a demandé d'en faire un pour elle. Et il nous lance le proto. Il a dit « Pensez-vous que ça pourrait être édité ?» Martin Bloisel qui s'appelle. Il a déjà des jeux. Je pense qu'il y a un jeu qui a été édité aux États-Unis qui s'appelle Star Cartel. Et puis, on a testé son jeu et on est un peu resté sur notre faim parce qu'on trouvait que l'esprit de la bande dessinée n'y était pas. On trouvait aussi d'ailleurs que ce n'était pas un jeu qui pouvait facilement s'adresser aux enfants. Alors, on est revenu vers lui. On lui a dit, oui, c'est bien, c'est intéressant, mais ça y est pas. Je pense pas qu'on pourrait faire quelque chose avec ça. Alors, il a refait son travail, il a recommencé avec une nouvelle idée. Il nous la présente encore. Encore une fois, il a dit « Non, je pense que ça ne pourra pas marcher. » Mais après ça, on lui a dit « Écoute, on peut quand même en faire un jeu pour ton ami si tu veux. Mais probablement qu'on va le faire si ça ne dérange pas. » Et il a dit « Oui, allez-y, il n'y a pas de problème. » Ok. Et c'est là que Thomas d'Argent-l'Espérance est devenu notre 4e membre de l'équipe. Ok, oui, parce que maintenant, il est vraiment officiellement dans l'équipe, en fait. Oui, absolument. Et il tournait autour de nous et il a vraiment... On l'avait, en fait, on voulait l'avoir pour les roll and write. Mais finalement, on l'a retenu pour ça. Et lui, ça l'a jailli de son esprit. Il a vu ça. Il a tout de suite pensé à la façon de faire ça. Il s'est dit... Ouais, un jeu à la Scotland Yard où on a un voleur de frais trouvé, les autres joueurs pourraient essayer de trouver le voleur. Il l'a inventé, il l'a présenté, on l'a testé, on s'est dit, hey, ça y est, c'est ça. Et du coup, donc là, le fait que ce soit sélectionné à l'Asdor, c'est... tu le disais, vous y attendiez pas forcément, en fait, c'est... Non, jamais, absolument pas. Je me pince encore parfois à savoir comment on est arrivé là, parce que c'est vraiment... moi, je me disais, c'est mignon, ça va, c'est un jeu de bande dessinée, ça va probablement se vendre. Pour ceux qui sont fans, il y a un petit côté comme quand tu utilises une licence ou une autre. Ouais. Je le considérais comme tous les autres jeux qu'on pourrait faire dans le catalogue. Jamais j'aurais pensé le succès qu'il a eu.
Bon, écoute, là, on enregistre la veille, oui, de la... On est à la veille, effectivement, de cette Donc, remise des As d'or, oui. Donc, vous avez fait le déplacement pour la cérémonie. Oui. Ouais. Bah, écoute, Faut le faire, en fait. Je pense que quand t'as des trucs comme ça qui t'arrivent, faut en profiter. oui, c'est ça, exact. Bon, il y avait quand même la moitié de l'équipe qui était à Cannes l'année dernière. Ouais, Maintenant, on s'est dit, bah, ouais. on va toute l'équipe cette année. Ça a du retentissement pour vous, l'As d'or, dans les prix. Bon, il y a le Spiel, mais c'est un prix qui est important. Absolument. Nous, en France, on a toujours l'impression que quand c'est nos prix à nous, c'est très important. Enfin, avec notre, L'As d'or, avec notre humilité. vous avez tout à fait raison d'être fier de ce prix. C'est après le Spiel des CRS le plus important. C'est le plus ancien après le Spiel des CRS. Alors, il a toute sa raison d'être et d'être nominé est un honneur immense. On va parler de Québec maintenant, parce qu'on le disait. Donc ça, c'est pour 2025, on l'a dit tout à l'heure. Donc Québec, c'est un jeu qui est sorti, que tu as fait avec Philippe Baudouin, qui est sorti initialement en 2011, si je dis pas de bêtises. Oui. Qui a été co-édité Istari, Scorpion Masqué. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui est marqué sur ma boîte. C'est exact, c'est ça. Comment l'idée du jeu elle est venue? C'est un jeu de majorité, déjà, on peut le dire, avec beaucoup d'interactions. Oui. Bon, les jeux avec même une interaction assez forte, vraiment directe et parfois un peu violente. Comment le thème on le comprend, mais l'idée du jeu, comment elle est née en fait? Comment est née l'idée du jeu? C'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, je dirais. J'étais dans un bazar ludique chez la défunte maison d'édition québécoise Philosophia. Ouais. Qui vendait des ventes à rabais de jeux qu'ils ne voulaient plus dans leur entrepôt. Alors, j'étais chez Philosophia et la PDG Philosophia m'approche, me connaissait très bien, savait que je m'intéressais à des jeux, savait que je voulais créer des jeux. Elle me dit, spontanément comme ça, on était en 2006. Et en 2008, c'était le 400e anniversaire de la Ville de Québec. Et elle me dit, ce serait bien si on pouvait avoir un jeu qui célébrerait le 400e anniversaire de Québec. Et elle me lance ça comme ça, me tend de perche, sachant très bien que ça passe pas dans l'oreille d'un sourd, espérant probablement que je pourrais en faire un. Et bien sûr, je l'ai pris au sérieux. Alors, le soir même, j'étais déjà en train de fouiller qu'est-ce que je pourrais faire. Et ce qui m'est venu à l'esprit, après avoir joué à 2 jeux. La première source d'inspiration, c'est Tigre et Euphrate. J'étais fasciné par ce que Kinesis avait fait, cette facilité ou peut-être cette inspiration complètement inouïe parce que la force de Kinesis, c'est vraiment de faire des systèmes de pointage qu'on ne croit pas pouvoir penser. Lui, ce qu'il avait fait, c'est dans Tigre et Euphrate, on fait des points dans 4 catégories, mais c'est toujours la catégorie la plus faible qui est son score final. Moi, je m'étais dit, pourquoi on ne pourrait pas faire 4 catégories, mais la moitié des points qu'on fait dans une catégorie sera transposée dans la prochaine moitié dans laquelle on va compter les points. Ok. Et je suis parti de ce concept-là. Je me suis dit, maintenant... Donc c'était l'idée d'avoir un scoring différent, en fait. Parce que je me disais... Twistel, qui était l'inspiration du jeu, en fait. Presque la finalité qui définissait ce qu'on allait faire après à l'intérieur, quoi. Oui, parce que je voyais dans Kinesia, je me disais, c'est probablement comme ça qu'il a travaillé quand il a fait son samouraï. Parce que son système de score dans samouraï est très, très brillant aussi. Et très peu utilisé. J'ai rarement vu un système de score comme ça après. Tigre et Euphrate en est un autre. Qu'est-ce qu'il a fait aussi qui était assez... Je pense que Modern Art a un système de score. Bon, c'est de la spéculation. Mais bref, il est très fort dans ce qu'il peut faire dans le système de score. Je me suis dit, c'est ça la clé. C'est vraiment comme ça que je vais pouvoir commencer. Et ensuite, je me suis dit, maintenant, quelque chose qui pourrait entremêler les joueurs et les forcer à s'entraider. Et l'idée m'est venue avec ça grâce à Klaus Jorgenvrede, qui a fait Carcassonne, mais qui a fait aussi un jeu qui s'appelle Venedig, dans lequel on construit des bâtiments dans la ville de Venise, mais on doit les construire, mais pas toujours seul. On pose des cartes sur la table et ensuite, les joueurs peuvent aussi poser des cartes de la même sorte, qui sont des sortes de bâtiments. Et lorsqu'ils posent ces cartes-là, eux aussi, ils contribuent à la construction du même bâtiment. Et le bâtiment prend forme quand il y a suffisamment de cartes. Je me dis, il y aura peut-être moyen de faire ça aussi là-dedans. Donc, j'ai mêlé l'aspect construction coopérative forcée avec système de score, comme j'ai expliqué. Ouais. Et ensuite, j'ai commencé à travailler, mais j'ai commencé à bloquer. Et je connaissais bien sûr Philippe Baudouin, qui était, à cette époque-là, beaucoup plus actif dans le monde des jeux. Maintenant, il nage dans l'intelligence artificielle, il donne des conférences là-dessus. Homme brillant, Philippe Baudouin. Et il avait d'ailleurs participé à des concours de jeux. Boulogne-Billancourt, en fait, avait retenu sa candidature
comme finaliste avec un jeu qu'il avait créé qui s'appelait Panama. Et il avait tenté de le faire éditer. Et un jeu qui ressemblait drôlement à un jeu de Paolo Mori qui s'appelle Vasco de Gama. Oui. Le système de Vasco de Gama, avec ces chiffres que l'on place à des endroits pour faire des ordres, c'est exactement le même système que Philippe Baudouin a trouvé avec Panama, avant Vasco de Gama. Mais un certain Stephen Fell est passé avant Philippe Baudouin pour faire éditer ses jeux chez Alia, parce qu'Alia aurait pu retenir Philippe Baudouin. Mais bref, Philippe Baudouin est un peu déçu et très amer de ça. Alors, quand je lui ai proposé Québec pour qu'il m'aide un peu à débloquer mon inspiration, il a dit « Ouais, ça va, j'embarque ». Et son côté mécano est tout venu débloquer les choses que moi, j'étais bloqué avec. Et c'est comme ça qu'on a vu Québec venir au monde. Et ensuite, après, pour l'édition, ça a été simple. Enfin, vous avez... Pour l'édition, c'était simple, effectivement. En fait, il a passé par un concours à Québec, justement. Québec tenait des concours de jeux de société, de proto-jeux de société annuellement à cette époque. La première édition de ce concours, on a participé, on l'a gagné. Le jeu était plutôt dans un format plus familial à ce moment-là. Et quand on l'a retravaillé, on est arrivé à un jeu pour joueurs plus confirmés. Mais, curieusement, quand on l'a présenté à Philosophia, parce qu'il faut se souvenir que c'était la PDG Philosophia qui voulait un jeu, Oui. elle n'a absolument rien touché du jeu. OK. Mais elle n'était pas satisfaite totalement. Elle voulait qu'on travaille encore sur le jeu. Et finalement, le jeu est passé aux oubliettes. Donc, il n'a pas été sorti pour les 400 ans de la ville. On était à l'année même de l'anniversaire et le jeu n'était pas encore du tout prêt à sortir. Pendant ce temps-là, Christian Lemay, qui t'a souvent parlé de ça. Sinon, je peux te dire que Christian Lemay avait drôlement envie d'éditer ce jeu. Il caressait, en fait, l'idée de pouvoir faire un jeu, son tout premier jeu pour jouer à confirmer, au Scopon masqué. Et il me disait sans cesse, si jamais Philosophia ne le veut pas, je le signe tout de suite. Et je l'ai tout de suite envoyé chez Scopon masqué. Et là, on a fait le travail dessus, et c'est devenu ce que c'est devenu. Et là, la réédition, donc, qu'est-ce qui a motivé? Comment est venue l'idée de faire une réédition? Est-ce que vous avez rechangé des choses? La réédition, on va dire, elle est venue de Spielworks, qui, en fait, c'est le PDG de Spielworks qui m'a contacté après avoir essayé le jeu, il y a 3 ans déjà. Contacté moi et Philippe. Et il a dit, j'ai de découvrir Québec, je ne savais pas que ça existait, et je ne sais pas pourquoi faire que ce n'est pas édité encore. Alors, je propose de le rééditer. Et Philippe et moi, on a dit, ouais, les droits sont libres, alors prenez-le. Alors oui, s'il y a des choses qui ont changé dedans, non, pas vraiment. On a demandé vraiment, on s'est dit, écoute, on peut changer les choses si tu veux. Hein. Ça fait quand même déjà plus que 10 ans que le jeu a été publié. Il dit, non, il est parfait comme ça. Mais le design va changer. Parce qu'il y a eu des critiques sur le design à l'époque. On disait que le plateau arrachait les yeux tellement que c'était criard comme couleur. Alors, le plateau va être très épuré cette fois-ci. Ça va être pratiquement d'un blanc immaculé, avec des lignes très dépouillées, mais un style vraiment très élégant. Et ça te donne, le fait que ce soit réédité, que ça revienne là, comme ça te donnerait envie de refaire d'autres jeux du même type, enfin de même niveau de complexité ou... Ah oui, je caresse j'ai un proto dont je caresse l'idée de faire depuis des lustres. Quelque chose, encore une fois, qui n'a jamais été fait. C'est un projet très ambitieux, en fait. J'en ai déjà parlé à Bruno Catala. Il m'a déjà dit, ouais, j'ai déjà pensé faire un truc comme ça aussi. D'accord. Mais il l'a jamais fait. Mais il dit, vas-y, fonce si tu veux faire ça. Donc, ouais, je pourrais éventuellement arriver à ça. Est-ce que tu te verrais t'auto-éditer ou ça c'est hors de question? M'auto-éditer? Ouais, enfin, que ce soit Locomus qui édite le jeu ou ça c'est quelque chose que tu préfères dissocier? Je pense pas avoir les reins assez solides pour le faire. Ouais. Mais avec Locomus, peut-être que ça pourrait arriver. Qui sait avec l'avenir que Locomus pourrait avoir. Là. Ok, c'est pas inenvisageable en tout cas. Effectivement. Il y a des auteurs qui veulent pas s'auto-éditer, qui considèrent que c'est mieux d'avoir un éditeur qui est extérieur parce que ça apporte autre chose. Et comme il y a des tas d'auteurs qui s'auto-éditent parce que finalement ils gardent aussi le contrôle de ce qu'ils font. Enfin, c'est aussi un choix personnel, je pense, et un feeling en fait de ce qu'on a envie de gérer ou pas en fait dans un projet. Oui, oui, absolument. Ouais. Oui, je suis d'accord avec ça. C'est pas facile du tout. En fait, faut avoir une motivation de feu. Faut faire des sacrifices énormes. J'ai vu des gens hypothéquer leur maison pour ça et sortir de la ruinée avec aucune vente de leur jeu. C'est triste. Ça prend plus qu'une motivation. Ça prend une expérience, un flair,
Même moi, je considère que je suis pas assez expérimenté avec le nombre d'années que je suis là-dedans. Okay, tu te verrais passer à plein temps sur Locomuse? Au rythme où ça s'en va. Ouais, c'est bien parti. Auteur-éditeur à plein temps et ouais. Si ça continue comme ça, ça pourrait, oui, ça pourrait. Ouais. Je sais pas s'il y a autre chose que tu veux ajouter ou... Non, écoute, ça va. Si t'as pas d'autres questions, moi, ça me va. On a fait un bon tour d'horizon déjà. Oui, absolument. Mais je te remercie beaucoup du temps que tu m'as accordé, sachant que tu t'es arrivé tout à l'heure à Cannes. Donc c'est un plaisir. Tu n'as pas beaucoup dormi, tu as le décalage horaire, donc c'est vraiment super gentil. C'est bon. Et puis voilà, c'était très cool de discuter avec toi. Et on remercie tous les auditeurs et auditrices qui ont écouté le podcast. Et puis à bientôt. Salut. Bye bye. Cette interview, enregistrée en présentiel à Cannes le 26 février 2025, est produite par Paul Gara et Hammer. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepolgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant. Son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Paul Gara. Et surtout, venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Paul Gara et à très bientôt pour une prochaine émission.